Bonjour tout le monde, Carlo Coccaro avec vous. Content de vous retrouver pour cet épisode du 10 septembre 2025. Comme vous le savez, c'est tous les mercredis matins qu'on sort un nouvel épisode. On est déjà à 2-3 semaines là, de la rentrée qui est commencée. Puis j'espère que ça se passe bien pour vous, pour vos enfants, si vous êtes un parent aussi. Et on sait à quel point l'horaire scolaire peut être structurant ou rigide même. Donc, c'est pas toujours simple de s'y adapter. J'espère que ça se passe bien. Puis si vous travaillez dans une école, bien, j'espère que vous avez déjà passé des beaux moments avec vos élèves. Vous entrevoyez une année scolaire, somme toute, positive malgré les défis. Aujourd'hui, à cette semaine à l'école, on pose une question qui est vraiment, vraiment importante et qui, je pense, qui est sous-estimée. Qu'est-ce qu'une bonne direction d'école en 2025? Puis évidemment, à mon avis, je le dis tout de suite, c'est pas juste gérer des budgets ou faire ce que le centre de service scolaire nous dit de faire. C'est beaucoup plus complexe et complet que ça. Et on a la chance d'avoir avec nous un directeur d'école pour en discuter. Et pour l'entrevue de la semaine, c'est au tour de Guillaume Lavoie, analyste politique et spécialiste de l'économie circulaire, de devenir ministre de l'Éducation d'un jour. Puis je vais vous résumer l'entrevue en 3 mots. Nelson Mandela, Centre communautaire et Serge Bouchard. Donc, écoutez ça à la fin de l'épisode, ça vaut vraiment la peine. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au balado et on commence ça maintenant. Cette semaine à l'école est une présentation des parcours parents exclusifs à aidersonenfant.com, la ressource la plus utilisée dans les écoles du Québec pour outiller les parents avec bienveillance. Merci d'être ambitieux et de croire à l'importance de parler d'éducation autrement. Découvrez la plateforme sur aidersonenfant.com. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir un directeur d'école et chargé de cours à l'Université de Montréal qui forme les futurs directeurs d'école, Marc-André Girard. Salut Marc-André. Bonjour Carlo, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être avec moi aujourd'hui à la co-animation pour cet épisode où on parle justement de ce qu'est une bonne direction d'école. Mais avant d'aller là, on va faire notre bulletin de nouvelles. De quoi est-ce que tu veux nous parler qui a retenu ton attention aujourd'hui? Moi, je vais commencer sombrement, si tu me permets, parce que c'est un phénomène qu'on n'entend pas souvent parler, mais qui est bel et bien présent en France au début du mois. Donc, je crois que c'est le 1er septembre, malheureusement. Il y a une direction française qui a fait un triste choix, celui de mettre fin à ses jours. Elle était victime d'intimidation. Elle était dans un petit village français. Victime d'intimidation persistante et particulièrement violente en lien avec son orientation sexuelle. Et elle a choisi la journée de la rentrée scolaire pour mettre un terme à sa vie. Fait que c'est un geste qui est quand même... c'est 2 choses. Un, c'est un geste qui est prémédité de le faire pour porter un message de la journée, de la façon que ça a été fait. Mais aussi... c'est un phénomène qui existe et puis qu'on parle pas vraiment, pas juste pour les directions d'école, pour les enseignants également, dans le monde de l'éducation. Effectivement, on a beaucoup de pression, on doit composer avec tout ça, puis souvent, on peut pas toujours émettre des décisions qui font l'affaire de tout le monde. Hein. C'est une des particularités de la direction, puis même au niveau des enseignants, on a des choix, des décisions à prendre, des fois des décisions qui sont courageuses, des discussions qu'on doit avoir qui doivent être courageuses aussi. Et des fois, bien, il y a des parents ou d'autres membres de la communauté ou même d'autres membres du personnel qui peuvent s'en permettre un petit peu trop. Alors, des fois, ces choses-là arrivent et puis, comme n'importe qui, chacun a ses limites. Et je sais qu'en France, ça parle beaucoup de cette situation-là. Moi, je vais faire un petit clin d'œil triste à l'honneur de cette personne-là, mais aussi pour mettre la lumière sur certaines pratiques, des fois, envers les directions d'école, envers je dirais n'importe quel membre du personnel qui travaille pour la fonction publique essentiellement, qui peut être exposé quand on offre des services. Hein, on est des cibles faciles. Puis le maire ici, je suis près de la Chute, le maire de la Chute, il disait, quand on fait de la politique municipale, on est à distance de claque du citoyen. Fait que nous, on est plus qu'à distance de claque, on est proche du coude. Fait que des coups de coude, on peut en recevoir quelques-uns. Puis souvent aussi, ça illustre à quel point une minorité de gens peuvent vraiment faire du grabuge. Là, je ne connais pas ce cas-là, mais dans beaucoup de milieux scolaires au Québec, c'est un minime pourcentage, par exemple, de parents ou de collègues de travail, mais qui sont destructeurs dans leur milieu, qui nuisent à la qualité de vie des autres adultes ou même des enfants. Puis cette minorité-là, il faut la gérer de façon express. Il faut faire quelque chose avec eux parce qu'ils peuvent détruire un milieu. Oui, exactement. Puis,
Il y a beaucoup les fédérations, les associations de direction se questionnent, font des sondages à savoir comment va la santé mentale de leurs membres. Hum. Mais aussi, il y a ce phénomène-là qui est de plus en plus présent. Puis je suis pas mal certain, j'ai pas de chiffres. Puis je me questionne des fois, je me dis, j'aimerais ça me dire si je pourrais faire une recherche là-dessus pour mettre en lumière ce phénomène-là, mais je suis pas mal certain que pas mal tous les membres du personnel d'une école ont déjà vécu cette situation-là, à un moment ou à un autre de leur carrière. Ouais. Je vais y aller avec moi aussi. J'ai deux nouvelles dont je vais discuter qui sont plutôt négatives, mais on va essayer de s'en inspirer positivement. Le ministère de l'Éducation de l'Alberta a émis une directive durant l'été sous la pression de groupes religieux militants anti-LGBTQ pour soi-disant protéger les jeunes de contenus sexuellement explicites, qui a mené à la censure de centaines de livres, dont des classiques. C'est une censure qui est basée sur de l'extrémisme religieux. Puis des fois, c'est basé sur d'autres formes d'extrémisme woke ou autre. La censure n'a pas sa place dans nos écoles. Évidemment, il faut utiliser du jugement par rapport à l'âge des enfants. Mais notre rôle, c'est de préparer les jeunes à la vie, à la vraie vie, pas une version aseptisée ou filtrée de la vie. Puis ma deuxième nouvelle est un peu dans la même veine. C'est un sondage léger pour l'Institut Fraser qui a montré que 37 des étudiants de droite à l'université puis 30 des étudiants de gauche, donc globalement un tiers des étudiants, craignent des sanctions formelles, comme une baisse de notes, s'ils expriment des points de vue qu'ils jugent dérangeants. Donc, et même jusqu'à un étudiant sur deux à l'université dit qu'il y a des points de vue sûrs qu'on peut mieux exprimer et débattre sans crainte de représailles. Et ça en dit beaucoup. Nos universités devraient être des lieux de débat, des lieux de choc d'idées. Et je trouve que c'est la continuité de ma première nouvelle. Si les universités ne permettent pas le choc des idées, bien, ça a des conséquences négatives sur l'innovation, sur la démocratie, sur la capacité que les gens ont pouvoir de débattre et rencontrer des idées opposées et de faire évoluer leurs idées. Et ce que ça fait au bout de la ligne, ça fait que les idées vont quand même émerger, mais en fonction de façon un petit peu plus extrême dans des groupes plus marginalisés. Donc, c'est pas bien pour la démocratie, c'est pas bien pour personne. Il n'y a rien de pire que la censure, ou en fait, peut-être que ce qui est pire que de la censure, c'est l'autocensure. Et là, il y a un peu de ça qui s'en vient dans nos milieux universitaires canadiens. Il faut combattre ça, il faut permettre les idées d'être exprimées. C'est tout le monde qui est gagnant. Même si c'est inconfortable, je pense qu'on en est gagnant comme démocratie puis comme société saine. Dis-moi, Marc-André, quelle est l'étoile de la semaine que tu voudrais donner cette semaine? Ben, c'est des étoiles. Ça va être une constellation, si tu me permets. C'est la rentrée scolaire. Et puis, en tant que direction d'école, je sais évidemment c'est ma 20e rentrée. Et puis, ben, c'est ça, c'est mes collègues à la direction. C'est une année assez atypique, je dirais, disons que ça a été un été difficile. Et puis, recommencer l'école présentement, c'est devoir composer avec beaucoup d'incertitudes, des membres du personnel qui sont inquiets, des parents qui sont irrités également, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites là, depuis la mi-juin concernant l'année scolaire, des fois des élèves qui peuvent être anxieux. Ça, c'est sans compter une rentrée normale en partant qui génère son lot d'anxiété. Alors, moi, je lève mon chapeau aux étoiles à la direction présentement dans nos écoles québécoises qui sont au front, qui ont un travail important autant auprès des élèves qu'aux membres du personnel que des parents et des membres de la communauté. Fait que je leur lève mon chapeau, puis je leur souhaite le meilleur cette année, évidemment. Merci beaucoup, Marc-André. On se retrouve dans quelques secondes pour notre discussion sur ce que c'est une bonne direction d'école en 2025. Alors, on le sait, diriger une école, ben, c'est tout sauf simple. C'est gérer une équipe, c'est soutenir les enseignants, c'est rassurer les parents. Puis tout ça, ben, en gardant l'élève au centre de nos préoccupations, c'est loin d'être simple. Mais qu'est-ce qui fait qu'une direction d'école est vraiment bonne? Cette semaine, je suis très heureux d'avoir Marc-André pour en discuter avec moi. La première question, Marc-André, qu'est-ce qu'une bonne direction d'école en 2025? Est-ce que c'est un bon gestionnaire ou un bon leader pédagogique? Bien, officiellement, moi, de la façon que je le vois, c'est un bon leader pédagogique parce que les tâches de gestion, bien souvent, puis ça dépend lesquelles, mais souvent, celles qu'on voit, c'est des tâches administratives. Ces tâches administratives-là peuvent être faites pas mal par n'importe qui. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui sont capables de gérer, mais aussi, évidemment, l'aspect gestionnaire est important, mais gérer en étant proactif, en allant vers les gens. On a besoin de quelqu'un qui est sur le plancher, qui est capable d'établir des connexions, qui a une belle intelligence émotionnelle, si on peut dire, des compétences socio-émotionnelles qui sont supérieures, tisser des liens, aller à l'écoute, aller vers ces personnes-là. Il y a un bon vieux
cliché dans le jargon de la direction qui vient de la formation, c'est marcher son école. Donc, être dans l'école, aller se promener, puis faire les autres tâches connexes. Donc, des fois, tu ramasses ce qu'il y a par terre, tu vas passer la mop, tu vas aller faire de la surveillance, tu vas aller remplacer un prof qui a besoin d'aller chercher telle chose à son bureau, est-ce que peu importe. Donc, c'est d'être présent, donner un coup de main, mettre l'épaule à la roue, mais aussi, c'est d'être capable d'inspirer les gens, de voir quels sont leurs besoins au niveau de la gestion de classe, au niveau de la pédagogie, au niveau du développement numérique, suggérer des formations, aller chercher ces formations-là. Mais surtout, une chose qu'on néglige souvent, c'est que la direction, c'est celle qui rend les choses possibles dans l'école. Donc, moi, j'utilise le terme environnement capacitant. Donc, une direction doit rendre capable les enseignants et les membres du personnel de réaliser leur travail. C'est quoi les qualités essentielles à avoir ou à développer pour être une bonne direction en 2025? Bien, on parlait de leadership tantôt, puis le leadership en regroupe plusieurs. Ça prend quelqu'un qui est capable d'écouter, ça prend quelqu'un qui est humble aussi. Je pense que l'humilité, c'est quelque chose qui est important parce qu'imaginez, on travaille avec des enseignants, c'est des personnes qui ont une formation universitaire, qui sont habituellement qui ont des opinions, qui ont des, comment je peux dire, une personnalité forte. Hein? Et alors, si on se braque à quelque part, on n'en arrive à rien. Donc, on va essayer de trouver, on est un peu un stratège de la relation humaine pour pouvoir justement faire en sorte que ces personnes-là se développent aussi professionnellement. Parce que moi, la façon que je vois, c'est que quand une direction est capable d'amener une personne à un autre niveau, bien, cette personne-là traîne les élèves vers le haut également. Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour améliorer l'attrait de devenir directrice d'école? Parce que tu l'as nommé, c'est complexe, c'est plein de qualités, c'est plein de responsabilités, c'est beaucoup d'heures, plus qu'une majorité d'enseignants vont mettre. Qu'est-ce que tu ferais pour améliorer l'attrait? Il y a de plus en plus de tâches administratives qui nous sont imposées. Puis ces tâches-là, je ne suis pas en train de dire qu'elles n'ont pas leur place et qu'elles ne sont pas importantes. Au contraire, dans une ère de gestion par les résultats, si on peut dire, donc une gestion axée sur les résultats. Donc, on doit faire des redditions de comptes. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est correct, je comprends tout à fait ça, mais si on veut avoir des gens qui sont plus sur le terrain, qui sont plus près des élèves, plus près des membres du personnel, ça nous prend un petit coup de main administratif avec quelqu'un qui peut nous aider au niveau de la gestion. Puis c'est pour cette raison-là, Carlo, que quand on donne des formations aux directions, moi, je mets beaucoup d'espoir dans l'intelligence artificielle parce que ça peut nous aider à automatiser certaines tâches que nous, on va superviser, mais qui vont nous aider à aller plus vite pour pouvoir justement, le temps qu'on épargne, le réinvestir auprès des êtres humains avec qui on travaille. D'ailleurs, on se refera un épisode là-dessus sur l'intelligence artificielle en éducation puis en gestion, parce que clairement, j'en ai parlé dans plusieurs épisodes, c'est des changements de société qu'on voit et qui s'en viennent avec l'intelligence artificielle. De paradigmes qui vont toucher de plein fouet, qui touchent déjà le monde scolaire. Donc, on pourra réaborder cette notion-là sur comment l'impact peut être positif, comment rendre cet impact-là positif pour nos jeunes puis notre personnel scolaire. J'ai envie de te demander, ça ressemble à quoi une mauvaise direction d'école en 2025? Bien, c'est difficile à dire, mais a priori, la porte de ton bureau, tu essaies de la garder ouverte le plus possible. Fait que c'est quelqu'un qui est difficilement accessible, c'est quelqu'un que la porte est fermée, c'est peut-être quelqu'un qui a de la difficulté à jauger ou à atteindre l'équilibre entre l'aspect administratif, l'aspect pédagogique. C'est quelqu'un qui a des difficultés de connexion avec les gens. L'éducation au grand complet, c'est une science humaine. C'est une science qui vibre au son de l'humanité, de l'humanisme, je devrais dire. Puis, des fois, ça ne s'apprend pas dans les livres. Tu as beau avoir fait une maîtrise ou un DESS en gestion de l'éducation, il y a des choses qu'il faut que tu apprennes, il y a des choses qu'il faut que tu fasses sur le terrain avec des gens. Puis quand tu t'isoles de ces gens-là, puis que tu travailles pas de façon reculée, mais de façon isolée, à ce moment-là, je pense que c'est plus difficile. Donc, c'est de trouver des façons de connecter, puis de trouver les bons moments pour faire cette tâche administrative-là, pour être le plus présent possible dans le milieu scolaire. OK. J'ai goût de te demander, moi, j'ai eu des expériences avec des directions d'école comme parents. Puis beaucoup d'enseignants m'ont parlé de leur expérience avec des directions d'école. Je trouve que une des forces d'une bonne direction, ou en tout cas ce qui va parfois identifier une mauvaise direction d'école, c'est les personnes qui vont tolérer l'intolérable.
Et je m'explique, j'en ai eu des communications avec des directions d'école qui toléraient des enseignants qui humiliaient les élèves, qui criaient systématiquement contre les élèves, ou qui étaient littéralement des mauvaises personnes. Et comme parent, avoir très peu de retours ou, pire, des justifications de ces comportements-là. Ça, pour moi, c'est une mauvaise direction d'école. Mais je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Évidemment, tu ne me diras pas que c'est des bonnes personnes, mais comme parent, comment on devrait se sentir par rapport à ça? Bien, premièrement, moi, je pense qu'il faut distinguer. J'ai de la difficulté à croire qu'il y a des mauvaises personnes qui travaillent en éducation. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide qui travaillent en éducation et des personnes qui sont à bout. Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Hein, des fois, on peut être à bout, puis, tu sais, ça, Ou même des gens ça. qui ne sont pas à leur place, qui ne sont pas nécessairement des mauvaises personnes, mais qui ne sont pas dans le bon milieu. Une question d'orientation scolaire, professionnelle, etc. Bon. Ouais. Les journaux en ont parlé aussi de ces situations-là. Maintenant, il y a deux choses que j'ai besoin de te dire. Première chose, c'est que nos interventions qu'on fait avec des membres du personnel qui ont des problématiques, on va dire de cette façon-là, on ne peut pas informer les parents de tous les tenants et aboutissants de ce qui a été dit. Parce que quand on est en ressources humaines, je ne peux pas dire, Monsieur Coccaro, vous savez, l'enseignant de votre fils qui a sauté les plombs, qui a été agressif dans ses paroles, je l'ai rencontré, il a été réprimandé, on l'a suspendu 3 jours sans salaire. Je ne peux pas dire ça. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des interventions qui sont faites et j'essaie de travailler sur l'aspect de la confiance, d'être capable de dire, Monsieur Coccaro, je suis au courant de la situation, ça ne se reproduira plus, on a pris les mesures, je ne peux pas vous en dire plus, faites-moi confiance. Puis aussi d'être capable de dire aux parents, je suis allé dans la classe, j'ai pu témoigner de la situation, ou encore dire aux parents, je suis désolé, monsieur, je me promène à tous les jours dans l'école. Donc, on ne peut pas tout dire aux parents, mais on doit faire des suivis par la suite. Moi, ce que je fais, c'est que je rappelle les parents, dire, bon, mais, vous vous en souvenez, vous m'avez appelé il y a un mois, je lui ai dit que ça allait aller mieux. Comment ça va? Fait que là, déjà, en partant, les parents voient qu'est-ce qu'on fait. On ne peut pas tout dire parce qu'il y a un aspect confidentiel, mais en même temps, ils voient qu'on est au courant d'une situation, on va améliorer cette situation-là. Alors, je vous dirais que la clé dans tout ça, c'est de l'intervention, c'est du courage, c'est évident, mais les parents ne voient pas ça. La clé dans tout ça, ça devient la communication. Marc-André Girard, directeur d'école et chargé de cours à l'Université de Montréal, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation, Carlo. Et vous, chers auditeurs, restez là. C'est l'entrevue avec Guillaume Lavoie, notre ministre de l'Éducation d'un jour, dans quelques secondes. Notre entrevue de la semaine vous est présentée par WorkU, qui met en valeur celles et ceux qui s'engagent pour l'inclusion et la réussite des élèves ayant des troubles d'apprentissage. Découvrez WorkU sur nureka.co. Entrepreneur en politique publique, chargé de cours et conférencier, Guillaume Lavoie est un vulgarisateur de talent, analyste dans les médias sur l'actualité internationale et la politique américaine. Il est aussi cofondateur du Collège néoclassique et aujourd'hui, ministre de l'Éducation d'un jour. Guillaume Lavoie, bonjour. Bonjour, Carlo. Guillaume, je t'ai présenté avec un beau paragraphe, mais dis-moi, là, quand toi, tu as à te présenter à quelqu'un qui ne te connaît pas, comment est-ce que tu le fais en une phrase? J'ai beaucoup de difficultés, Carlo, et c'est pas parce que ma vie va pas bien, c'est parce que moi, je suis un poly-passionné, je suis un poly-curieux et je fais plusieurs choses différentes. Mais beaucoup de ce que je fais se résume peut-être par de la vulgarisation. Alors, comprendre une situation complexe, ça peut être ici, sur des politiques publiques ou des fois à l'étranger, aux États-Unis, par exemple, et de devoir l'expliquer tantôt à un décideur, un petit groupe, le public en général, à travers les médias. Et souvent, c'est comment est-ce qu'en comprenant ça différemment, on peut voir apparaître des nouvelles possibilités. Donc, ma question, c'était comment tu te décris une phrase? Je veux dire, vulgarisateur très curieux qui peut parler à n'importe qui. Oui, qui pense que plus on comprend de choses, plus on multiplie ses chances d'être heureux et plus on a de chances de pouvoir réussir. Et est-ce qu'il y a un moment marquant? Tu sais, si tu avais à mettre le doigt sur un moment très positif, ça peut être même très négatif, mais qui a eu une grande influence sur toi ou sur ton cheminement de vie, ce serait lequel? J'en ai peut-être deux rapidement. D'abord, et je ne savais pas que ce serait un moment marquant, évidemment, on le sait toujours après, puis des fois des années après. C'est quand il y a eu cette proposition, j'étais au cégep de Jonquière, je pense, pour participer au forum étudiant, qui est un peu le parlement jeunesse des gens au collégial. J'ai été sélectionné. Et puis après ça, j'ai pu aller faire cette expérience-là. Tu joues le rôle d'un député pendant une semaine, puis là, on réalise les talents qu'on a,
les opportunités d'apprentissage, les choses donc qu'il faut réussir à surmonter. Et ça avait été, c'est certainement quelque chose qui a amplifié mon goût qui a aiguisé mon esprit pour les politiques publiques au sens large. Et plus tard, à l'université, un jour, moi, j'ai étudié en relations industrielles au départ, c'est le cœur de ma formation. Donc, les négociations collectives, les syndicats, les grandes politiques publiques collectives. Quelqu'un m'a dit, aimerais-tu savoir comment un pays au complet se renégocie un accord de vivre ensemble qui est en Afrique du Sud? Et là, je suis parti en Afrique du Sud et j'ai passé 4 à 6 mois là-bas. Et c'est l'anecdote du siècle. J'ai rencontré Mandela quand j'étais là. C'est véritablement un moment où j'ai pu découvrir, d'habiter dans les quartiers les plus pauvres et dans les quartiers les plus riches. Et là, de voir de l'extérieur quelque chose comme ça. Des fois, l'école, c'est une porte ouverte sur un nombre de possibilités. Puis pour moi, c'est peut-être les 2 plus marquantes qui ont formé le gars que je suis aujourd'hui. Puis là-dessus, j'ai une dette de reconnaissance là, pour ces opportunités-là qui n'auraient pas été offertes à moi si je n'avais pas été sur les bancs d'école à ces moments-là. Absolument. Puis en plus, ça fait une belle anecdote à raconter, de dire qu'on a rencontré Nelson Mandela. Ça se dit bien dans une conversation. Oui, puis c'est une rencontre marquante, des personnages comme ça. Ils ne sont pas très nombreux. Puis ça permet à la fois de prendre un recul sur les difficultés qu'on peut vivre dans sa vie. Ce type-là était en prison pendant 27 ans et il est sorti de là et est devenu président et a réussi à exercer le pouvoir sans souhaiter ou résister à quelques désirs de vengeance que ce soit. Alors des fois, ça, de pouvoir prendre, moi j'aime beaucoup étudier l'histoire. Il y a relativement peu de nouvelles questions dans la vie. Et c'est dans l'histoire que sont les meilleures leçons pour comprendre le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, juste en aparté, tu as mentionné que je suis le cofondateur du collège néoclassique. Ouais. Néoclassique, Carlo, c'est parce qu'avant au Québec, jusqu'au milieu des années 60 à peu près, il y avait le collège classique, qui est vraiment une formation très poussée sur ce qu'on appelle les études classiques, donc le latin, le grec, mais surtout les grands auteurs, des Grecs anciens aux Romains anciens, Cicéron et les autres, jusqu'aux Lumières. Et on réalise qu'il y a peu de nouvelles questions aujourd'hui. Elles sont souvent que présentées sous des nouveaux atours. Et je vais te partager ma citation préférée, qui vient du président Harry Truman. C'est-à-dire, la seule chose qu'il y a de nouveau dans la vie, c'est l'histoire avec un grand H qu'on ne connaît pas. Plus on connaît notre histoire, plus on a d'outils pour comprendre le monde d'aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est la découverte la plus lumineuse, là, celle qui ouvre le plus de portes. Partons de ça. Et maintenant, M. Lavoie, vous êtes ministre de l'Éducation. Vous avez été nommé hier par le premier ministre. Vous entrez au bureau du ministre de l'Éducation. Il est 8 heures le matin. Vous ouvrez la lumière. Votre chef de cabinet, votre relationniste de presse arrive et vous demande « On fait quoi aujourd'hui? » Quelle est votre première réforme, M. le ministre? Bien, j'en ai 2 à vous proposer et c'est pas j'ai envie de dire que c'est des réformes. J'en ai une première qui est matérielle, mais qui est beaucoup plus sociale aussi. Et l'autre qui va vous sembler peut-être révolutionnaire, mais auquel je crois beaucoup. Alors, je commence par la première parce que une de mes matières fortes au niveau professionnel, c'est l'économie collaborative. Résumons, comment faire plus avec ce qui existe déjà. Et à chaque fois que je vois dans une ville ou un village ou autre, une école primaire, qui, elle, relève du ministère de l'Éducation, et plus loin, un centre communautaire qui, elle, relève souvent de la ville, c'est habité d'une colère qui monte, là. Parce que dans les faits, c'est le même actif payé par les mêmes personnes. Qu'est-ce que c'est un centre communautaire pour l'école primaire? C'est une grande salle, des fois avec un gymnase, des petites salles, et on a des lieux comme ça pour se regrouper. Faire de ce bâtiment-là un véritable bâtiment communautaire du matin jusqu'au soir. Imaginez nos écoles qui ne servent littéralement à rien ou presque rien. Pensez juste à l'équipement dans les cafétérias. Toutes les fins de semaine, tout l'été, rien pour le soir. Alors, moi, on n'est pas assez riche pour se permettre de dédoubler nos efforts à ce point-là. Et l'éducation doit rester nationale. Okay. Mais la brique et le béton, c'est une affaire du local. Alors, je veux que nos écoles deviennent des piliers qui ne soient pas des lieux que pour l'année scolaire ou la période scolaire. Que ce soit des lieux de vie pour nos communautés, 24/7, 12 mois par année.
j'ajouterais les bibliothèques municipales aussi dans Bien sûr, l'équation. On dit tout le temps, ça prend un village pour élever un enfant, mais amenons-le le village à l'école aussi. absolument. Et d'ailleurs, pour moi, la meilleure école, c'est celle qui est le plus enracinée par la brique et le béton, par qui décide ce qui se passe dans cette école-là, par la capacité de l'école d'essayer des choses. Moi, je ne suis pas très jacobin. Je pense que personne n'a la solution. Donc, je veux une multiplication de solutions différentes. Ouais. Et puis, ça peut même aller dans, et ça, ce sera peut-être l'autre réforme dont je souhaite, mais ça peut être, par exemple, de dire, nous, dans notre école, imaginez le regretté Serge Bouchard, personne extraordinaire pour Ouais. raconter l'histoire, qu'une école décide, nous, on veut intégrer Serge Bouchard à notre personnel enseignant pour 6 mois. On voudrait aller chercher tel prof de chimie extraordinaire qui vienne essayer de créer des passions. Et peut-être, tiens, j'ouvre la porte à ma deuxième réforme qui, elle, va être peut-être plus révolutionnaire encore. Vas-y. Je ne suis pas convaincu que notre parcours pour former nos enseignants est le meilleur ou sinon est le seul meilleur. Moi, je Parfait. Qu'est-ce que tu veux pense dire? que... Alors, ici, au Québec, c'est un peu particulier. On va à l'université pendant 4 ans, alors qu'ailleurs, c'est 3. Puis on ne devient pas un chimiste ou un géographe. On devient un enseignant en géographie ou un enseignant en sciences ou un enseignant en français ou un enseignant en mathématiques. C'est une théorie. C'est ça qu'on fait. Est-ce que c'est la meilleure? J'en suis pas convaincu. J'aimerais en tester d'autres parce qu'on parle beaucoup de la qualification des enseignants, mais c'est selon le mode actuel. Est-ce que vous me dites que Serge Bouchard ne serait pas qualifié pour enseigner l'histoire au secondaire? Moi, je pense que ce serait extraordinaire. À tout le moins, je voudrais l'essayer. Ouais. Je pense que ma grand-mère, qui était une enseignante d'ailleurs, disait, tu donnes pas ce que tu n'as pas. Si tu n'es pas habité d'une profonde passion et d'une profonde compétence, hein, on parlait avant du maître, si tu n'as pas Ouais. atteint le niveau du maître dans ta discipline, tu peux peut-être la transmettre, mais ça se pourrait qu'il manque des choses. Est-ce que tu peux vraiment transmettre une passion profonde pour une matière? C'est pas normal que, par exemple, en histoire, un étudiant un peu brillant en saurait presque autant que l'enseignant en histoire qui, lui, a fait un morceau de formation universitaire en histoire. Alors moi, je pense que la meilleure personne pour enseigner, c'est celle qui dit, moi, je ferai enseigner, puis le directeur d'école sera son patron, Mhm. puis on essaiera. Puis si ça ne fonctionne pas, ben on le saura. Est-ce que Mais je moi, peux, je veux... est-ce que je peux creuser un peu cette idée-là avec quelques angles complémentaires pour que tu me dises ce que tu en penses? Il y a ce que je comprends de ton idée, c'est de dire les gens connaissants et passionnés sont en mesure, au pire on le teste, de transmettre une passion, des connaissances liées à une matière donnée. Je suis d'accord. Le défi que je vois avec ça, que ces gens-là doivent aussi relever, c'est qu'enseigner, c'est aussi gérer une classe. C'est gérer une classe de C'est vrai. 25, 30, 35 élèves. C'est de bien connaître le développement du cerveau parce qu'on ne réagit pas à un jeune de 8 ans comme on le fait avec un jeune de 15 ans, comme on le fait avec un adulte de 25. C'est l'évaluation. On sous-estime l'évaluation et sa difficulté. Évaluer, quand c'est juste des choix de réponse, c'est facile. Tout le monde est capable de faire ça. Mais évaluer, à savoir ce que l'élève a vraiment bien compris la notion ou la compétence qu'on évalue, ça reste un métier qui s'apprend. Et là, je ne te parle même pas des troubles d'apprentissage et des adaptations pour permettre à tous les élèves d'apprendre, pas seulement ceux qui apprennent bien généralement. Ça, c'est souvent des compétences et des connaissances qui sont enseignées dans les bons parcours pour devenir enseignant. Comment tu vois ces éléments-là à ta proposition? Tu as tout à fait raison de le souligner. Imaginons qu'il y a 2 démons. Alors, un professeur hyper passionné, compétent, qui ne serait pas un bon enseignant ou qui aurait des difficultés à bien enseigner, Mhm. et un très, très bon enseignant qui ne serait pas un maître de sa discipline. Bien, entre les 2 démons, moi, j'aime mieux le super, hyper passionné, puis on en fera un bon enseignant avec des formations ad hoc. Mais j'aimerais mieux ce modèle-là. Puis travailler OK. sur les coches à combler ou les choses à combler sur ce modèle-là. Alors, Mhm. c'est pas tous les chimistes qui feraient des bons profs de chimie. Ouais. Comme c'est pas tous ceux qui ont fait le cours en enseignement des sciences qui sont nécessairement passionnés de la chimie. Les professeurs qui m'ont le plus marqué, même dans les matières que je n'aimais pas, Ouais. même dans les matières où je n'étais pas très bon, c'était ceux qui étaient profondément passionnés.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appuyer ces gens-là. Comme dans n'importe quel travail, il n'y a jamais une formation qui nous prépare parfaitement au milieu du travail. Guillaume, dis-moi, selon toi, quel est le plus grand défi de société que les prochaines générations vont devoir relever? C'est celui qui vient beaucoup, pas seulement avec les médias sociaux, mais qui est amplifié par les médias sociaux, c'est que on est de plus en plus dans nos écosystèmes à nous. Votre profil Facebook ou TikTok ou Les autre, chambres d'écho, là. des chambres d'écho avec des gens qui sont relativement d'accord avec vous. Ça fait qu'on est de moins en moins exposé à des idées différentes des nôtres, à des réalités différentes des nôtres. Avant, on disait on allait tous à la messe ensemble. C'est pas un enjeu religieux. C'est que tes voisins, c'est ta première société. Et là, tu réalises qu'il y en a qui écoutent d'autres types d'émissions, qui ne voient pas la même chose. On a de moins en moins au Québec de lieux communs, de récits porteurs. Comment on fait pour faire nation quand on se retrouve plus, sinon que dans nos propres gangs? Alors, forcez-vous à aller voir des gangs différentes, à parler à des gens que vous ne connaissez pas, à visiter des quartiers que vous connaissez moins. Parce que sinon, mais là, c'est comme si vous aviez des œillères, vous ne saurez pas ce que vous ne saurez pas. D'ailleurs, tu sais, Carlo, il y a 3 boîtes. Il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on sait qu'on ne sait pas, puis le plus dangereux, c'est ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Puis le but, c'est à tout le moins que ce soit dans la boîte des choses que je sais, que je ne sais pas encore. Monsieur le ministre Lavoie, vous avez révolutionné le système en fusionnant les centres communautaires, les écoles, les bibliothèques, en repensant la formation des enseignants. Et là, pour finir votre journée, vous êtes dit, je vais aller voir les enfants dans une école. Vous avez serré des mains, vous avez dit des beaux mots aux enfants. Tout le monde s'en va. L'enseignante quitte, il ferme la lumière. Et là, vous dites, je vais laisser un mot au tableau pour quand ils vont revenir demain matin. Cette phrase clé-là, que j'aimerais ça qu'il leur reste dans la tête à ces jeunes-là de 8-10 ans. Qu'est-ce que vous écrivez au tableau, Monsieur le ministre? Il y en aurait plusieurs, mais peut-être celle que je vais choisir pour l'exercice. Puis imaginons que c'est une école primaire. Ouais. Je dirais, tiens, si c'est une école primaire, j'écris ça. Je dirais ce que j'écris si c'est une école secondaire. Parfait. Ou une école primaire, j'écrirais, plus on connaît de choses, plus on multiplie ses chances d'être heureux. Puis on peut le laisser là jusqu'à l'école secondaire, puis le garder toute sa vie. La deuxième, c'est celle du président Truman. Plus on connaît notre histoire, c'est-à-dire la seule chose qui est de nouveau dans l'histoire, avec un grand H, c'est l'histoire qu'on ne connaît pas encore. Alors, plus on connaît notre histoire, plus on est capable de comprendre ce qui s'en vient et ce qui se déroule sous nos yeux. Monsieur le ministre d'un jour, Guillaume Lavoie, merci beaucoup. Merci, au plaisir. Voilà, c'est tout pour cette semaine à l'école. Merci tout le monde d'avoir été là. J'en profite pour remercier Marc-André Girard pour son regard lucide et ambitieux sur les directions d'école. Merci aussi à Guillaume Lavoie d'avoir partagé sa vision de l'éducation. Abonnez-vous sur les plateformes audio ou vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de cette semaine à l'école. Bye tout le monde.